Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette dernière édition du mois de février 2022 d'Informatique News Hebdo. Et pour commenter l'actualité de l'informatique et des télécoms, je suis comme chaque semaine en compagnie de Guy Hervier. Alors, encore une fois, cette semaine, Guy n'est pas en plateau, mais il est avec nous outre-Atlantique. Voilà qui apparaît à l'écran. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, l'actualité IT ne faiblit pas malgré le contexte qu'on connaît tous, à savoir l'attaque du président Poutine sur l'Ukraine. Donc bon, ça peut paraître peut-être un peu décalé compte tenu de l'actualité, mais je pense qu'on y viendra un peu plus tard dans cette émission. En attendant, on peut parler de l'actualité, j'allais dire, au quotidien. Et un des problèmes récurrents du secteur, c'est les problèmes trouver des compétences, et y compris dans un univers bien balisé, que celui du SAP, parce qu'on a une étude récente qui montre que même sur cette thématique SAP, ce domaine de compétences, selon une étude d'association d'utilisateurs, les compétences aujourd'hui font très largement défaut. Oui, c'est exactement ça. Donc c'est une étude qui a été réalisée par l'ASUG. Alors l'ASUG, en fait, c'est l'équivalent de l'USF aux États-Unis. Donc c'est l'association des utilisateurs SAP aux États-Unis. Donc qui a commandité une enquête. Donc vous avez, j'irais donner déjà les grandes lignes directrices. À savoir que, en gros, s'il y a un chiffre à retenir, c'est que une personne sur 4 interrogées. Alors les personnes interrogées, c'est toujours les personnes qui sont concernées par ce type d'enquête. Une personne sur 4 considère que elle manque de compétences. Alors pas elle, mais dans son groupe, elle manque de compétences et d'expertise dans le domaine de SAP. Et donc la conséquence de ça, c'est simple, c'est que ça veut dire qu'on va mettre des projets en veille, et parmi ces projets, évidemment, le plus significatif, le plus important, c'est la migration de R3 vers S4 HANA. Et donc ça, c'est fâcheux parce que évidemment, pour SAP, c'est un projet majeur. Donc peut-être 2 mots sur S4 HANA. Donc ça a été annoncé en 2015, donc ça fait 7 ans. Et selon les estimations, et ça c'est aux États-Unis, donc on pourrait penser qu'ils sont un peu plus avancés, 30% des entreprises seraient déjà en fonctionnement sur S4 HANA, et 40% auraient décidé une migration. Donc pour l'instant, c'est un petit tiers, 7 ans après. Donc je ne sais pas comment on peut analyser ce résultat, mais en tout cas, il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Très bien. Alors Guy, on passe, j'allais dire, au volet cloud de notre émission, et on commence par l'actualité du leader AWS, qui ouvre beaucoup de 32, je crois, nouvelles zones locales, mais j'allais dire, Guy, toujours pas de nouvelles zones en France. Non, alors en fait, on va expliquer pourquoi après. Donc, qu'est-ce que c'est que ces local zones? C'est une initiative qui a été annoncée dans le Reinvent d'AWS en 2019, donc c'était avant le Covid, et donc c'est en gros la stratégie Edge d'AWS, qui consiste à, en plus des gros data centers qui sont déjà installés un peu partout dans le monde, on va compléter ce réseau pour le mailler un peu mieux avec des micro data centers, donc qu'on appelle des local zones. Et donc il y en a déjà eu 16 qui ont été installés aux États-Unis, et là il y en a une nouvelle vague de 32 qui seront installés un peu partout sauf en France. Alors ça peut paraître paradoxal, mais en fait c'est assez normal dans la mesure où finalement en France AWS est déjà assez présent avec des regional zones, donc des grands data centers à Paris et à Marseille, et donc pour l'instant dans un premier temps il n'y avait pas le besoin de compléter cette infrastructure avec des data centers, des petits data centers complémentaires. Donc, je dirais que ça explique un peu la décision d'AWS. Alors maintenant, juste un mot, à quoi servent-ils? L'idée, c'est de rapprocher le traitement des données au plus proche des utilisateurs, et en particulier c'est pour des applications à faible latence. Donc ce sont pas des applications qui nous concernent directement, puisque là ce sont des jeux en streaming où c'est de la vidéo à la demande.
Donc bon, ça concerne pas trop les entreprises, mais enfin quoique. Et donc c'est un peu ça ce qui justifie l'installation de ces micro data centers. Par exemple, si on prend le cas de Netflix, rappelons que Netflix a installé son système d'information sur AWS. Donc on comprend quel est l'intérêt pour Netflix de ce genre de dispositif. Ouais. Alors Guy, on continue à parler de cloud, mais cette fois-ci le volet sécurité, puisque une annonce du côté de chez Microsoft Defender montre que ce dernier est enfin compatible, j'allais dire multi-cloud. Il était forcément compatible Azure, le contraire eût été étonnant. AWS, ça c'était déjà le cas. Et la nouveauté, c'est qu'il est compatible Google GCP, donc Google Cloud Platform. Donc on a une offre, j'allais dire, multi-cloud de protection grâce à Microsoft Defender. Bah oui, c'est exactement ça. Et donc ça veut dire que finalement on parle en permanence de multi-cloud et de cloud hybride et puis de multi-cloud. Et évidemment, il faut qu'il y ait le volet sécurité qui aille avec. La question c'est si chaque hyperscaler, enfin fournisseur de services cloud propose sa solution, et ça veut dire que les utilisateurs vont devoir jongler un peu avec les différentes solutions. Donc là, Microsoft propose une solution unique pour donc là c'est le Microsoft Defender, mais je pense que c'est une approche qui pourra être développée, qui sera Microsoft Defender disponible sur les trois services cloud, donc qui représentent, rappelons-le, plus de 50% du marché. Donc je dirais que c'est un mouvement qui est initié par Microsoft et qui devrait se poursuivre. Alors il y a eu aussi d'autres annonces, donc il y a de nouvelles fonctionnalités sur Sentinel. Donc Sentinel, c'est un SIEM, System Information Endpoint Manager, un élargissement de Azure Active Directory, et on sait que Active Directory c'est une porte d'entrée importante dans les systèmes d'information. Et puis il y a une nouvelle solution qui s'appelait le Cloud No Permission, qui en fait est disponible pour l'instant uniquement en public preview, et donc qui propose une sorte de supervision des identités sur l'ensemble des différents clouds. Donc ces annonces en fait de Microsoft montrent que de plus en plus, et on le verra d'ailleurs dans le sujet qui suit, la sécurité doit faire partie intégrante des solutions multi-cloud. C'est une absolue nécessité. Alors justement Guy, vous me tendez la perche, c'est une étude de l'éditeur Lesswork qui montre que évidemment la problématique de la sécurité dans le cloud, elle est aujourd'hui un vrai souci au niveau des décideurs, avec une vraie difficulté à appréhender le sujet et à mettre en place les bonnes solutions. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment là, il n'y a pas un chiffre qui ressort, mais c'est plutôt, je dirais, une ambiance générale qui montre que en gros beaucoup de temps, les RSSI en l'occurrence, finalement c'est leur métier, mais les RSSI et puis les gens qui gravitent autour passent beaucoup de temps à gérer la sécurité et de manière relativement peu efficace. Alors c'est pas lié à leur personne, mais c'est lié, je dirais, à l'environnement général, avec un constat qui est qu'il y a clairement un manque d'automatisation. Les deux principaux, alors c'est pas des griefs, mais les deux principales faiblesses qui sont présentées par les utilisateurs, c'est que la première, c'est et pour près de 60% des personnes interrogées, c'est qu'il y a un nombre trop important d'outils de sécurité qui, dans la plupart des cas, ont un niveau de complexité élevé. Et ça finalement, ça reproduit ce qu'on connaît dans le monde non cloud, le monde on-premise, c'est que on sait bien que le marché de la sécurité est extrêmement éclaté, émietté, avec un ensemble de solutions qui sont très très importants. Les différentes études montrent que en moyenne, les entreprises utilisent plus de 10 solutions de sécurité. Donc c'est un véritable casse-tête. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième, dans une proportion moindre, mais toujours quand même assez significative, c'est que les décisions de sécurité ne sont pas prises au niveau je dirais, du comité directeur, des directions générales. Et ça, évidemment, ça veut dire que la sécurité reste un problème technique, et il y a toujours sans doute une difficulté
à traduire les questions de sécurité sur des questions de business, alors qu'on sait que évidemment quand une entreprise est attaquée, les conséquences sont à la fois multiformes et très importantes. Alors on reste sur le cloud, Guy, mais on parle cette fois-ci de l'aspect financier avec une information qui est sans doute pas forcément passée inaperçue de nos lecteurs ou spectateurs qui ont quelques actions sur le Nasdaq, avec la chute spectaculaire de cet indice cloud dont on parle régulièrement, l'EM Cloud, et qui a chuté de près de 40%, je crois, depuis novembre de l'année dernière, ce qui est quand même extrêmement spectaculaire. C'est ça. Donc, vous le rappeliez, c'est un indice qui a été constitué par un fonds d'investissement qui s'appelle Bessemer Venture Partner, donc BVP, et donc en gros, il a repris quelques valeurs. Alors, je crois que c'est au total une soixantaine de valeurs de sociétés qui sont essentiellement dans le cloud, mais pas seulement, parce que par exemple, il y a Adobe qui est l'une des plus importantes, mais vous avez Salesforce, ServiceNow, et puis d'autres qui sont un peu moins connues, mais toutes ont pour caractéristique d'être principalement dans le cloud. Et donc ce fonds a constitué un indicateur à base 100 en 2013. Et donc on en a parlé, comme vous le disiez, à plusieurs reprises, qui montrait que les valeurs du cloud explosaient et augmentaient de manière beaucoup plus rapide que les valeurs traditionnelles du Nasdaq, du Standard & Poor's ou du Dow Jones. Et là, c'est un peu l'effet inverse, puisque comme vous le disiez, depuis novembre, l'EM Cloud, donc l'indice du BVP, a perdu 40%, un peu plus de 40%, alors que les trois autres indices traditionnels, c'est moins 20 et moins 13%. Donc vous voyez que finalement, il y a une sorte d'élasticité beaucoup plus importante dans les valeurs du cloud que les valeurs traditionnelles de l'informatique, disons, puisqu'on est bien dans l'IT. Donc les raisons de cela, j'avoue que je suis assez perplexe. J'ai pas encore réfléchi à la question, mais en tout cas le constat il est là. D'ailleurs, si on prend une valeur qui est peut-être moins préoccupante pour les DSI qui nous écoutent, Facebook a perdu lui près de 45% pendant cette période. Donc c'est quelque chose de considérable, puisque Facebook avait dépassé le 1000 milliards de dollars de valorisation et ils sont maintenant à 550. Donc vous voyez que la perte est quand même assez vertigineuse. Très bien, Guy. Je propose qu'on revienne au sujet de la situation que j'avais évoquée en début d'émission, à savoir la guerre en Ukraine et ses déclinaisons possibles sur le terrain de l'IT, et notamment les craintes qu'on peut avoir en matière de cyberattaques. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est une vraie, au-delà évidemment des problématiques propres au bombardement, c'est un débordement qui peut aujourd'hui préoccuper, en tout cas qui doit mériter une certaine attention de nos électeurs et des DSI et des RSSI européens et ailleurs. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs niveaux sur cette question-là, et c'est vrai que depuis 2 jours, j'écoute, je regarde assez attentivement les chaînes américaines, et le volet cybersécurité est omniprésent. Et omniprésent, pas seulement dans la bouche des spécialistes, mais dans les responsables politiques de plus haut niveau. J'ai écouté ce matin Hillary Clinton, elle a parlé de cybersécurité de manière très très approfondie. Il y a Christopher Krebs, qui est l'ancien patron de l'agence cybersécurité du département ministère de l'Intérieur, l'équivalent du ministère de l'Intérieur, qui parlait assez longuement de sécurité et qui expliquait les dangers potentiels. Donc, on le sait, maintenant ça fait déjà plusieurs années que le même phénomène arrive, mais on a bien, enfin là en l'occurrence on l'a observé, et évidemment ça se voit moins que les chars et les tanks, mais c'est quelque chose qui est tout aussi actif, et donc les spécialistes de la cybersécurité nous
nous ont déjà abreuvés d'informations sur ce qui s'est passé. Donc, parallèlement je dirais, à l'invasion sur le terrain, il y a tout un tas de mesures qui sont prises pour, je dirais, geler le fonctionnement de l'État. Et donc là, c'est l'ensemble des sites gouvernementaux qui ont été l'objet d'attaques DDoS. Il y a aussi une nouvelle version de Viper qui s'appelle Hermetic Viper, qui lui est encore un peu plus sournois, puisque l'idée c'est d'effacer les données au fur et à mesure qui se transportent sur les serveurs. Donc je dirais qu'il y a une action qui est en cours qui vise à paralyser l'adversaire. Et l'adversaire, c'est l'Ukraine. Le problème, c'est que un peu plus que, je dirais, dans le monde physique, dans le monde virtuel, il peut y avoir des effets rebonds, des débordements qui pourraient être beaucoup plus incontrôlés. Et donc, comme maintenant, je dirais, la cyber est une dimension militaire comme une autre, puisque d'ailleurs, si on prend le cas de la France, cette armée a été créée en 2016. Il y a une armée cyber qui a été créé par le ministre de la Défense de l'époque, oui. Donc vous voyez, ça fait 6 ans, c'est pas si vieux. Donc le problème, c'est que s'il y a ces débordements qui interviennent dans des pays limitrophes de l'Ukraine, des pays qui appartiendraient à l'OTAN, il pourrait donc le fameux article 5 dont on parle en permanence pourrait être invoqué et donc engendrer une riposte de la part des forces de l'OTAN. Ça c'est une chose. Et puis il y a aussi bien entendu la Russie peut, même si elle nie toutes ces attaques, bien entendu, la Russie pourrait attaquer les pays européens. D'ailleurs, elle ne se gêne pas pour le faire. Les institutions bancaires, puisqu'on parle actuellement de débrancher la Russie de SWIFT. Donc, si tel était le cas, la Russie pourrait contre-attaquer sur les institutions bancaires. Donc attaquer les pays européens, attaquer les États-Unis, et donc malgré tout, ça peut engendrer une sorte d'escalade qui est beaucoup plus pernicieuse parce qu'elle est moins visible, mais elle peut engendrer des réactions qui pourraient être tout aussi dommageables. Donc c'est vraiment je dirais, une nouvelle dimension qu'on ajoute. Alors on parle de cloud hybride, mais maintenant on est rentré dans ce qu'on pourrait appeler aussi la guerre hybride. Et c'est pour le moins très inquiétant. Alors Guy, justement, ça tombe bien, si je puis me permettre l'expression, c'est un peu l'opportunisme et pas forcément de bonne aloi, mais pour les semaines à venir, nos confrères d'IT for Business organisent une journée dédiée à la sécurité informatique. Mais vous parliez, comment dirais-je, d'univers bancaire, ça tombe bien parce qu'il y aura notamment parmi les invités à cette journée le RSSI de BNP Paribas. Donc, ce sera évidemment l'occasion de remettre un peu les compteurs à zéro, ou en tout cas, voilà, de remettre les choses en perspective en ce début d'année où malheureusement l'actualité est assez importante et pas dans le sens qu'on souhaite sur ce sujet. Oui, donc c'est notre confrère IT for Business qui organise cette matinale sur la sécurité, avec des thèmes, je dirais, assez classiques dont on a parlé là précédemment, à savoir comment faire pour faire en sorte que la sécurité, qui est un problème technique et dont les utilisateurs pensent qu'elle ne les concerne pas directement, comment faire pour en sorte que la sécurité soit disséminée, enfin que la préoccupation de la sécurité soit disséminée dans l'ensemble des métiers. Donc ça, c'est un thème qui sera abordé. L'autre thème, c'est le fait que il faut absolument optimiser la sécurité dans l'ensemble. Donc ça veut dire faire en sorte qu'on utilise au mieux les ressources disponibles pour sécuriser l'entreprise de la manière. Donc il y a, je crois, 7 ou 8 RSSI de différentes entreprises. Donc BNP Paribas, vous avez mentionné, Lagardère, il y en a bien d'autres. Et puis il y a aussi des spécialistes, des entreprises spécialisées de sécurité qui seront présentes. Donc vraisemblablement, enfin pas vraisemblablement, c'est une matinale qui devrait être suivie par nos lecteurs de manière très très approfondie. Donc je rappelle, le mercredi 23 mars à 9h30 en live, et pour les gens qui
ne peuvent pas être disponibles, évidemment, ils peuvent le regarder en replay. Tout à fait. Et Guy, on conclut cette émission sur notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Cette fois-ci, c'est encore un coup de gueule, en l'occurrence, la victime, entre guillemets, de ce coup de gueule, c'est Slack. Mais au-delà de Slack, l'idée, c'est quand même de souligner toujours la dépendance qu'on a à ces plateformes qui sont, bien qu'elles soient opérées par des fournisseurs reconnus, ont parfois quand même des problèmes de résilience. Je crois que la conclusion, en fait, c'est que finalement la sécurité à 100% n'existe pas. Donc, quelle que soit la taille du fournisseur, sa maîtrise de l'environnement et de la sécurité, il y aura toujours des accidents. Donc là, c'est Slack. Alors, je suis pas utilisateur de Slack, donc je m'en suis pas rendu compte, mais en tout cas, mardi dernier, Slack de 9h30, je crois. C'était le lendemain du jour du President's Day aux États-Unis. Donc les utilisateurs américains à 9h30 du matin ont commencé à ne pas pouvoir se connecter, et ça a duré jusqu'à milieu d'après-midi. Donc vous voyez quand même une bonne partie de la journée. Rappelons que Slack a été racheté par Salesforce pour 27 milliards de dollars. Donc vous voyez, 27 milliards de dollars, ça permet pas d'assurer, de garantir un fonctionnement à 100%. C'est une conclusion qu'on pourrait tirer de manière un peu rapide, mais en tout cas assez réelle. Il faut privilégier, et on parlait de multi-cloud, pareil pour les moyens de communication, les moyens de collaboration vitaux en entreprise, éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. Je pense que c'est l'enseignement qu'on peut en retirer. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous pour cette émission en fin de semaine. Je vous souhaite évidemment, ainsi qu'à nos lecteurs, un très très beau week-end qui visiblement sera ensoleillé de l'autre côté de l'Atlantique, et on l'espère aussi de ce côté-ci. En attendant, très belle semaine à toutes et à tous, et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Informatic News & Bo. Merci encore, à très bientôt.